Bonjour à tous. Avant que la vidéo ne commence, je me permets une nouvelle fois un petit aparté pour vous apporter quelques précisions sur le contenu que vous vous apprêtez à regarder. Et aussi parce que j'anticipe certaines remarques ou certains commentaires qui pourraient m'être adressés à la suite de cette vidéo ou de la prochaine. Alors, avant toute chose, non, mon travail n'est pas objectif. Je n'ai jamais prétendu être objectif par ailleurs. La neutralité n'existe pas pour citer Jules Ferry. Et donc, je n'ai jamais eu la prétention de produire quelque chose de purement objectif. Et je pense que de toute façon, personne ne le peut, notamment lorsqu'il est question d'histoire. Néanmoins, j'essaye toujours de me montrer le plus juste possible, et c'est pour cela que je prends la peine de contextualiser les événements et de mettre à votre disposition toutes les sources et tous les documents qui m'ont servi à réaliser cette conférence à chaque fois dans la description. L'épisode d'aujourd'hui traite d'une période extrêmement mouvementée de l'histoire de France. C'est sans doute une des périodes les plus difficiles à comprendre. C'est pour ça que malheureusement je n'ai pas pu être exhaustif, mais j'ai essayé de vous fournir le plus de détails comme d'habitude, afin que vous puissiez bien comprendre de quoi il est question. Autre petite précision, non, je ne rentrerai pas dans les débats qui opposent royalistes et bonapartistes, tout simplement parce que j'estime que ça n'a pas grand intérêt. Voilà, c'est tout pour moi, je ne vous retiens pas plus longtemps et j'espère que vous apprécierez cet épisode. Bon visionnage à tous. Durant tout le XIXe siècle, la France alternera entre empire, monarchie et république. Cette instabilité qui caractérise ce siècle montre à quel point l'idée d'une république est encore loin d'être acquise, les Français ayant su garder une éthique traditionnelle et catholique. Le 5 octobre 1795, suite à l'échec du débarquement de Quiberon, opération militaire de contre-révolution, et du vote du décret des 2/3, qui vise à maintenir une majorité républicaine au sein du Conseil, les royalistes voient leurs espoirs de rétablir la monarchie réduits à néant. Tenant plusieurs sections parisiennes, ils appellent à l'insurrection afin de forcer la Convention thermidorienne à révoquer les décrets avant les élections prévues le 11 octobre. Le général Louis Thévenet, dit général d'Annican, se met alors à la tête d'une partie des gardes nationaux venus renforcer les sections royalistes. 25 000 hommes marchent sur les Tuileries, siège de la Convention, qui est cerné. La répression sera terrible. Paul Barras, général de la Révolution, donne l'ordre d'ouvrir le feu sur les insurgés. C'est un certain Napoléon Bonaparte qui s'attelle à cette tâche sanglante. Il commande aux canonniers de tirer et laisse la mitraille opérer pendant plus de 3 quarts d'heure. Cette fusillade fait plus de 300 morts, les blessés ayant réussi à prendre la fuite. Napoléon venait de sauver la Convention, et à travers elle, la République, lui qui avait pourtant été témoin de la violence des révolutionnaires aux Tuileries, 3 ans plus tôt. Cette prouesse lui valut le grade de général de division et le commandement en chef de l'armée de l'intérieur. Le 3 novembre 1799, de retour d'Égypte, et ayant eu vent des tensions qui menaçaient la République, Napoléon décide de remonter à Paris. Dès le lendemain, il renverse le régime et établit le consulat dont il prend la tête. Cet événement marque la fin du Directoire et sera qualifié de coup d'État du 18 Brumaire. Des commissions législatives sont alors mises en place dans le but d'établir une nouvelle constitution et un nouveau code civil. Ce coup d'État est qualifié par Curzio Malaparte de premier coup d'État moderne. Suite à ce coup d'État, le futur Louis XVIII, alors en exil, adressa une lettre à Bonaparte dans laquelle il lui demanda de restaurer la monarchie légitime. Ce dernier lui fit alors cette réponse cinglante. « Vous ne devez pas souhaiter votre retour en France. Il vous faudrait marcher sur 100 000 cadavres. Sacrifiez votre intérêt au repos et au bonheur de la France. L'histoire vous en tiendra compte. » Mais le bonheur de la France ne se trouvait-il justement pas dans le retour à la monarchie légitime ? Seulement, Napoléon voulait régner et se méfier des Bourbons. Quelques années plus tard, le Sénat propose la transformation du consulat en empire, et le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte se couronne lui-même empereur des Français dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce sacre n'ayant absolument plus rien à voir avec ceux de l'Ancien Régime, où le roi devait être traditionnellement couronné à Reims par l'archevêque ou le pape, devenant de facto le lieutenant du Christ roi, comme ce fut le cas en monarchie de droit divin. La tradition était brisée. Toutefois, par cet acte, Napoléon venait par la même occasion de trahir la République. Il ne put cependant s'affranchir totalement des idéaux révolutionnaires dont il avait hérité. Grand lecteur de Rousseau, Napoléon voyait surtout dans la Révolution l'opportunité d'accéder au poste réservé jusqu'ici à la noblesse traditionnelle. Il en est de même pour le catholicisme. Pourtant né, élevé et mort en catholique,
La religion semble n'avoir toujours été pour lui qu'un simple outil de domination des peuples. Voici ce qu'il écrit notamment dans son mémorial de Sainte-Hélène. Avec le catholicisme, j'arrivais bien plus aisément à tous mes grands résultats. Au dehors, le catholicisme me conservait le pape, et avec mon influence et mes forces en Italie, je ne désespérais pas tôt ou tard, par un moyen ou par un autre, de finir par avoir à moi la direction du pape. Et dès lors, quelle influence, quel levier d'opinion sur le reste du monde. Il me faut le vrai pape catholique, apostolique et romain, celui qui siège au Vatican. Avec les armées françaises et des égards, j'en serai toujours suffisamment le maître. Quand je relèverai les autels, quand je protégerai les prêtres, quand je les nourrirai et les traiterai comme les ministres de la religion méritent de l'être en tout pays, il fera ce que je lui demanderai. Il calmera les esprits, les réunira sous sa main et les placera sous la mienne. Pire encore, dans son catéchisme à l'usage de toutes les églises de l'Empire français, où on peut y lire « Honorer et servir notre empereur, et donc honorer et servir Dieu même. » Oui, Dieu lui-même. Une formule qui n'est pas sans rappeler celle de Louis XIV, au-dessus du reste des hommes, qui avait déjà, en son temps, bafoué l'essence même de la monarchie. Ce rapport au catholicisme assez particulier peut toutefois s'expliquer par le fait que Napoléon fut initié à la franc-maçonnerie, probablement en Égypte, et que son père et ses frères appartenaient à l'ordre. Il y a sous l'Empire un très fort développement des loges militaires, Napoléon voyant de surcroît dans la maçonnerie un puissant moyen de cohésion de l'armée et un outil au service de ses ambitions européennes. Devenue impératrice, Joséphine de Beauharnais, dont l'influence sur le mari n'est plus approuvée, devient elle-même grande maîtresse des loges d'adoption régulière de France. Néanmoins, Napoléon se différencia de l'anticatholicisme républicain. Avec le Concordat de 1801, il rétablit le culte catholique dans les églises persécutées sous la Révolution et abolit par décret le calendrier républicain le 9 septembre 1805. Socialement, Napoléon resta toutefois dans la lignée du libéralisme économique institué en France par Isaac Le Chapelier et Pierre Dallard, qui avaient voté l'abolition des corporations de métiers en 1791. Alors qu'il aurait été parfaitement en mesure de les rétablir, redonnant ainsi leur dignité aux travailleurs en pleine prolétarisation, comme avait su le faire Louis XVI face à Turgot, il n'en fit rien et préféra réinstaurer le livret ouvrier afin de restreindre leur libre circulation. Tout ouvrier voyageant sans livret était désormais réputé vagabond et condamné comme tel. Il ne pouvait quitter un employeur qu'après que celui-ci eût signé un quitus sur le livret, inscrit la date d'entrée puis la date de sortie dans l'entreprise et indiqué que l'ouvrier le quitte libre de tout engagement. La perte du livret interdit de travailler et de quitter la commune du dernier domicile, jusqu'à l'obtention d'un nouveau livret. Un paternalisme répugnant qui n'est pas sans rappeler celui de nos dirigeants actuels. Autre similitude troublante, plus de 200 ans plus tôt, avec la vente d'une partie du territoire français par Napoléon aux Américains pour financer ses guerres. Le 30 avril 1803, les États-Unis achetèrent à la France pour 80 millions de francs les territoires de la Louisiane, qui avaient été repris à l'Espagne en 1800 par le traité de Saint-Ildefonso. Napoléon Bonaparte, alors premier consul, comptait sur cet argent pour financer sa guerre contre l'Angleterre. Le traité fut signé à Paris sans consultation de l'Assemblée nationale, qui aurait pu refuser une telle perte pour la France, et en toute illégalité au regard du traité de Saint-Ildefonso, qui stipulait l'interdiction de revendre le territoire de la Louisiane. Le grand gagnant de cette affaire fut le président américain Thomas Jefferson, qui grâce à l'abandon de la Louisiane par Napoléon, vit la superficie de son territoire doubler, ouvrant ainsi la voie à une expansion inexorable qui annonçait l'hégémonie américaine anglo-saxonne que nous subissons encore aujourd'hui. Le territoire vendu dépassait les 2 millions de kilomètres carrés, soit environ un quart du territoire américain actuel. Cependant, ces terres coûtaient plus qu'elles ne rapportaient à la France, étaient peu peuplées et peu armées, et donc difficiles à défendre face à la déferlante américaine qui s'abattait sur le Mexique au XIXe siècle. La vente de la Louisiane était certes une grave erreur, mais semblait bien malheureusement inévitable. La même faute fut imputée à Louis XV lors des incompréhensibles signatures du traité d'Aix-la-Chapelle de 1748, rendant les territoires de Wallonie aux Autrichiens, et du traité de Paris de 1763, abandonnant une grande partie des territoires de la Nouvelle-France. Il faut dire qu'à cette époque, partout, en Europe et dans le monde, les tensions se multiplient. Afin de se protéger mutuellement d'éventuelles révolutions, les autres monarchies européennes, qui s'opposaient aux idées révolutionnaires et refusaient la modification de la carte de l'Europe faite par Napoléon, décidèrent de former des coalitions et déclarèrent la guerre à l'Empire. Cela montre bien que les idées révolutionnaires issues des Lumières étaient loin d'être acceptées et de faire l'unanimité chez nos voisins européens, qui les combattaient férocement, conscients de leur dangerosité et témoins des conséquences désastreuses qu'elles avaient eues en France. Coalition qui,
il faut tout de même le rappeler, était en grande partie financé par l'Angleterre, qui y voyait de nombreux avantages. Tout d'abord, les coalitions permettent de protéger la monarchie britannique de l'influence des idées révolutionnaires qui pourraient la menacer. Ensuite, elles permettent de combattre indirectement l'ennemi français, les combats ayant lieu en dehors de leur territoire. Car si la marine anglaise domine les mers, sur terre, l'armée britannique n'aurait eu aucune chance face à l'artillerie de la Grande Armée. D'autant plus que Napoléon rêve de conquérir la perfide Albion, son ennemi de toujours. Enfin, ces conflits permettent d'affaiblir la France, en phase de devenir la puissance dominante en Europe, ce que redoutent les Anglais. Les guerres napoléoniennes seront de ce fait la majeure partie du temps, et contrairement aux idées reçues, des guerres défensives visant à repousser les envahisseurs. La majorité des guerres de l'Empire ont en effet été déclenchées par l'Autriche, la Prusse, la Russie et surtout par l'Angleterre. Dans ce contexte chaotique, Napoléon se devait de réagir et saura se montrer digne de son rang. En brillant chef de guerre, il remportera de nombreuses victoires et repoussera longtemps les assauts extérieurs en protégeant les frontières nationales et en conquérant même certains territoires voisins. Mais Napoléon se battait aussi pour la gloire, celle de la France, bien sûr, mais aussi et surtout pour la sienne. Certes, il prit toujours part au combat et fit preuve d'une bravoure exemplaire, dans l'esprit de nos rois guerriers. Mais contrairement aux rois, qui employaient des armées de métier et faisaient tout pour épargner la vie de leurs hommes, Napoléon, lui, fit preuve de moins de tempérance. Une anecdote à ce sujet en dit long sur l'état d'esprit du petit caporal. Celle-ci est datée de la bataille d'Eylau, le 8 février 1807, où face aux nombreux cadavres qu'engendra ce massacre, Napoléon aurait cyniquement prononcé « Une nuit de Paris réparera tout cela ». Là où un Louis XV, le soir de la bataille de Fontenoy en 1745, enseigna à son fils, alors débordant de joie à l'évocation des combats. « Voyez tout le sang que coûte un triomphe. Le sang de nos ennemis est toujours le sang des hommes. La vraie gloire, c'est de l'épargner. » Aussi critiquable soit-il, la sagesse inhabituelle de ce roi contraste vivement avec la témérité de Bonaparte. Lui qui, pourtant, était souvent aperçu en train de marcher sur les champs de bataille pour réconforter les blessés, alliés ou ennemis, sans distinction, là où des généraux républicains auraient tout massacré sans la moindre considération pour la vie humaine. Mais la gloire a aussi son revers. Les guerres napoléoniennes coûtèrent la vie à plus d'1 million de Français et alliés en à peine 12 ans, de 1803 à 1815. Parmi ces morts, beaucoup oublient de mentionner les Marie-Louise, ces jeunes recrues de 1814, qui étaient pour la plupart totalement inexpérimentés à la guerre. Véritable recrutement du désespoir face à la chute inéluctable de l'Empire, qu'Anatole France décrivait en ces termes. Pour défendre son sol envahi, la France, épuisée, donne ses derniers enfants, de pauvres paysans très jeunes, presque tous mariés, arrachés douloureusement à leur maison, à leurs femmes, à l'humble douceur du champ natal. On les appelait des Marie-Louise. Les Marie-Louise furent sublimes. Ils ne savaient pas monter à cheval, et le général Delord disait d'eux « Je crois qu'on perd la tête de me faire charger avec une cavalerie pareille ». Malheureusement, le désastre de la campagne de Russie scellera le destin de Napoléon et celui de la nation. La France est envahie et la colère gronde dans tout le pays. Napoléon est déchu par le Sénat le 3 avril 1814, puis exilé par les Alliés sur l'île d'Elbe qui devient son royaume. Les Bourbons sont restaurés, dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle conformément à la charte de 1814, et Louis XVIII accède au trône. Mais en mars 1815, après 300 jours de présence sur l'île Toscane, Napoléon parvient à s'évader et rentre à Paris. C'est l'épisode des 100 jours. La monarchie chute une nouvelle fois et Napoléon reprend le pouvoir jusqu'en juin 1815, où il est de nouveau défait lors de la bataille de Waterloo. Il abdique une seconde fois, et cette fois-ci, pour de bon. Cette défaite sonne la fin de Napoléon Bonaparte. Les Anglais, voulant s'assurer qu'il ne tenterait pas de s'évader à nouveau, conviennent de l'exiler sur l'île de Sainte-Hélène, située dans l'océan Atlantique à plus de 7000 km de Paris, où il y terminera ses jours. Napoléon Ier s'éteint le 5 mai 1821. Au même moment, la seconde restauration rétablit Louis XVIII sur le trône. Illustre personnage, on peut affirmer que Napoléon tenta, à travers l'Empire, de synthétiser la Révolution d'une part et l'Ancien Régime de l'autre. Il fut indéniablement un héritier de la Révolution de 1789 dont il propagea les idées aux quatre coins de l'Europe et du monde. L'Empire lui-même étant, au moins à ses débuts, la résultante du Consulat et de la République. Napoléon n'eut jamais la volonté de rétablir la monarchie en France, ce qui, à cette époque, aurait pourtant été la décision la plus sage. Pour autant, il n'eut jamais non plus la volonté de rétablir la République, et se méfiait tout aussi bien des Bourbons, qu'il pensait incompétents, que des Républicains, qu'il savait fourbes et particulièrement sanguinaires.
Si seulement Napoléon avait su sacrifier son intérêt en rétablissant la monarchie à temps, il aurait pu devenir un brillant chef de guerre, au service d'un roi légitime, lui-même au service de Dieu. Mais sa méfiance à l'égard des Bourbons et sa volonté de diriger le pays mena la France vers un tout autre destin. La France vacillante, Napoléon voulait être cet homme providentiel, et s'était donné les moyens de le devenir. Malheureusement, l'Empire sera un échec et se soldera par l'invasion de la France. Bien sûr, rien ne garantit que la France aurait eu un destin différent sous un roi, mais le doute subsiste, car là où la monarchie avait su s'imposer d'elle-même pendant plus d'un millénaire, l'Empire de Napoléon Ier, lui, n'avait pu durer qu'à peine plus d'une décennie. Mais encore une fois, à cette époque, la monarchie était aussi tombée et peinait à se relever de l'épisode révolutionnaire. Bref, l'histoire est ce qu'elle est, et ces diverses spéculations n'en changeront malheureusement pas le cours. Car dans le même temps, la France est toujours aussi instable. À la mort de son frère Louis XVIII, Charles X devient roi de France en septembre 1824. Il inaugure son règne par quelques mesures libérales, dont l'abolition de la censure des journaux, pour rassurer l'opinion. Toutefois, il ne peut se résoudre à n'être qu'un roi constitutionnel, affirmant lui-même qu'il préférerait scier du bois que régner à la façon du roi d'Angleterre. Épaulé par Joseph de Villèle, chef du gouvernement et leader des ultra-royalistes, il met donc en œuvre une politique qui traduit une volonté manifeste d'un retour à l'ordre et à l'ancien régime. Suite à la victoire de l'opposition aux élections législatives de 1827, il est cependant contraint de mettre en place le ministère libéral du vicomte de Martignac. Le 8 août 1829, Charles X décide finalement de remplacer Martignac par l'ultra-royaliste Jules de Polignac, qui incarne les valeurs de l'ancien régime et de l'école contre-révolutionnaire. L'opposition libérale y voit là les signes d'un possible coup d'État qui rétablirait la monarchie absolue. Les députés, à travers l'adresse des 221 du 18 mars 1830, dénoncent le ministère Polignac et lui rappellent que le gouvernement ne peut légiférer sans leur concours. Pour couper court et se reconstituer une majorité parlementaire favorable, Charles X procède à la dissolution de la Chambre des députés le 16 mai 1830. Mais les élections du 23 juin et du 19 juillet 1830 renforcent une opposition allant des orléanistes aux républicains. La poussée libérale au Parlement se confirme. Déterminé et conscient de la menace que représentent les libéraux, Charles X refuse de céder et de renvoyer Polignac, et déclare à son ministère : « La première reculade que fit mon malheureux frère Louis XVI fut le signal de sa perte. Ils feignent de n'en vouloir qu'à vous. Ils me disent « Renvoyez vos ministres et nous nous entendrons. » Je ne vous renverrai pas. Si je cédais cette fois à leurs exigences, ils finiraient par nous traiter comme ils ont traité mon frère. » Usant de son pouvoir de légiférer, il répond ainsi à l'adresse des 221 par les ordonnances de Saint-Cloud, le 25 juillet 1830, dans le but d'obtenir des élections plus favorables aux ultra-royalistes. Cette signature met le feu aux poudres. Acquis à la cause des révolutionnaires et n'ayant visiblement tiré aucun enseignement du désastre de 1789, une partie du peuple parisien et des étudiants se soulèvent les 27, 28 et 29 juillet 1830 pour protester contre cette mesure jugée menaçante pour la liberté. Le 29 juillet, le Louvre et les Tuileries sont aux mains des assaillants révolutionnaires. Ces 3 journées de révolution seront appelées, symboliquement et cyniquement, les 3 glorieuses. Le matin du 30 juillet, les murs de Paris se trouvèrent couverts d'affiches qui lançaient la candidature au trône du duc d'Orléans, cousin de Charles X, beaucoup plus libéral et modéré. Plus ouvert aux idées progressistes insufflées d'Amérique, il représente le candidat parfait pour la bourgeoisie libérale. L'idée de remplacer la dynastie des Bourbons par leur cousin Orléans remontait à la Révolution. Louis-Philippe avait d'ailleurs pris part à cette révolution de 1789 et combattu à la bataille de Jemappes et de Valmy. Cette candidature est également soutenue par Talleyrand, le marquis de Lafayette, le banquier Laffitte, le baron Louis ou encore le puissant industriel Casimir Perier. Alors que la vieille aristocratie foncière avait été le soutien de la Restauration, c'est la bourgeoisie libérale, financière et industrielle qui fut le pilier de ce nouveau régime. En témoigne cette scène pitoyable, le 31 juillet, où Louis-Philippe se rend à l'hôtel de ville enveloppé dans un drapeau tricolore aux côtés de Lafayette, fervent révolutionnaire et républicain pour y saluer la foule. Un futur roi aux couleurs de la République défendant les intérêts de la bourgeoisie libérale et révolutionnaire. Pouvait-on imaginer une plus grande trahison ? Le 2 août, trahi par une partie de son peuple, Charles X abdique et prend le chemin d'un nouvel exil. Le lendemain, devant les chambres réunies, le duc d'Orléans, lieutenant général du royaume, annonce l'abdication du dernier des Bourbons, en omettant de préciser au profit de qui elle a été consignée. Le 9 août 1830,
Le duc d'Orléans est proclamé roi des Français et non roi de France, conformément aux volontés de réforme de la charte que souhaitent les députés libéraux. Cette nouvelle monarchie, appelée monarchie de Juillet, donne grande satisfaction à la bourgeoisie libérale, puisqu'elle n'est plus de droit divin, mais élective. Dès lors, de grands changements sont réalisés. La puissance législative s'exerce collectivement par le roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés. L'âge pour voter et être élu est abaissé. L'utilisation des ordonnances est limitée et le drapeau tricolore est symboliquement rétabli. Politiquement, la France se déchire entre républicains, ultralibéraux, orléanistes, libéraux et légitimistes, favorables au rétablissement de la dynastie des Bourbons. Louis-Philippe décide de composer avec les deux tendances orléanistes, le parti du mouvement et le parti de la résistance, afin de se tenir dans une politique qu'il nomme du juste milieu. Mais ces deux partis partagent tous deux une vision libérale du point de vue économique et conservatrice sur le plan social. L'élite bourgeoise entend désormais diriger la France, se revendiquant la seule capable de le faire face à un peuple qu'elle juge trop immature. Évidemment. Dans cette même logique d'éradication de la monarchie et de la religion catholique, d'autres mesures symboliques sont prises, notamment celle de transformer le château de Versailles en musée de l'histoire de France en 1835, ou le retour des cendres de Napoléon à Paris en 1840. La monarchie de Juillet marque également l'entrée de la France dans l'ère industrielle. Les notables investissent dans le rail, ce qui donne une impulsion décisive à la bourse de Paris. Les milieux d'affaires influencent encore un peu plus le pouvoir. C'est le cas notamment du célèbre James de Rothschild, un des directeurs de la Compagnie de chemin de fer du Nord, qui confie lui-même à propos de Louis-Philippe et de ses ministres. Je les connais tous, je les vois quotidiennement, et dès que je m'aperçois que la marche qu'ils suivent est contraire aux intérêts du gouvernement, je me rends chez le roi, que je vois quand je veux, et je lui fais part de mes observations. Il m'écoute et tient compte de ce que je dis. Quoi de mieux pour pervertir encore davantage la France et la faire tomber dans un état de corruption et de dégradation dont elle pourrait ne jamais se relever. En 1848, une nouvelle révolution éclate à la suite de l'interdiction des banquets républicains où l'on célébrait la République. Le roi Louis-Philippe est chassé, la Deuxième République est proclamée et le suffrage universel masculin est rétabli. Cette pseudo-monarchie que constitue la monarchie de Juillet ne dura que 18 ans. Cette tentative de concilier monarchie et république se solda par un lamentable échec, monarchie et république étant parfaitement antagonistes. Rarement, la France connut une telle instabilité. Et dans ce contexte, nombre d'opportunistes y voyaient là une occasion rêvée de prendre le pouvoir. Les efforts d'un certain Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, finiront par payer. Suite à plusieurs tentatives de coup d'État, 6 années de détention dans la Somme et une fuite en Angleterre, Louis-Napoléon Bonaparte, alors âgé de 40 ans, est élu en juin 1848 à l'Assemblée constituante, sans même s'y être présenté. En effet, alors qu'il se trouve encore en Angleterre, il obtient la majorité dans 4 départements. Devenu héritier présomptif du trône impérial après les morts successives de son frère aîné Napoléon Louis en 1831 et de son cousin le duc de Reinstadt en 1832, le mythe napoléonien y joue pour beaucoup. En septembre 1848, il décide donc de revenir à Paris pour siéger à l'Assemblée et se présente sans plus attendre à la présidence de la République. Louis-Napoléon bénéficie de la légende impériale et du soutien des paysans, de plus en plus pauvres et nécessiteux, auxquels il tient un discours patriote. Surtout, n'ayez pas peur du peuple, il est plus conservateur que vous, lance-t-il. Dans un discours adressé le 21 septembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte donne cependant le ton. Toute ma vie sera consacrée à l'affermissement de la République. Cela aurait dû alerter les monarchistes, qui pourtant le sous-estiment et pensent pouvoir l'influencer et remettre en place une politique conservatrice à court terme et restaurer la monarchie à long terme, et lui sont donc plutôt favorables. Ainsi, le 10 décembre 1848, le citoyen Bonaparte est élu par une écrasante majorité. La Constitution de novembre 1848 lui conférant les pleins pouvoirs exécutifs, Louis-Napoléon devient le premier président de la République pour un mandat de 4 ans. Mais cette Deuxième République ne dure précisément que 4 ans, de 1848 à 1852, et est rapidement transformée en Second Empire par Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient Napoléon III le 2 décembre 1852 après son coup d'État. Il souhaite établir un État centralisé à l'exécutif fort, d'inspiration républicaine, et espère ainsi poursuivre l'œuvre de son aïeul Napoléon Ier. Napoléon III envisage le Second Empire comme une synthèse des expériences de l'histoire de France. Très inspiré par le modèle britannique, depuis son exil en Angleterre, il veut faire de Paris une capitale moderne débarrassée de sa réputation d'insalubrité et de surpopulation.
Mais il est également fortement influencé par les idées de Saint-Simon, qui voit en ce début d'industrialisation un moteur de progrès social. En effet, Saint-Simon, aujourd'hui présenté comme un des précurseurs de la sociologie, est un ancien officier de l'armée qui participe notamment à la guerre d'indépendance américaine sous le commandement de Lafayette. À son retour en France, il devient chef d'entreprise, puis spéculateur, et se définit politiquement comme un socialiste réformiste. Pierre Musso, dans son œuvre Le Comte de Saint-Simon, nous éclaire sur ses intentions. Son œuvre demeure marquée par la recherche des moyens concrets de résoudre une question politique majeure, à savoir l'achèvement du processus ouvert par la Révolution française, figé par l'Empire et par la Restauration. En effet, Saint-Simon, en tout bon philosophe du siècle des Lumières, estime que la Révolution française est inachevée, sa puissance n'étant pas parvenue à changer le système social, puisque n'ayant remplacé que les hommes et non les principes. L'achèvement de la Révolution se trouve selon lui dans la société industrielle, qu'il juge plus juste. Toute sa doctrine, le saint-simonisme, repose sur le concept d'une récompense universelle par l'industrialisme, persuadé que la condition du bonheur, de la liberté et de l'émancipation réside dans une industrie morale. Cette pensée influencera notamment les courants féministes qui lui succéderont. L'achèvement de la Révolution pour Saint-Simon se trouve justement dans cette société industrielle. À ses yeux, l'histoire obéit à la loi de progression, issue du principe évolutionniste, et se décompose en 3 phases. D'abord, la première est le système féodal. Puis vient la phase de désorganisation, ici générée par la Révolution. Et enfin, la dernière phase, la société industrielle. La société industrielle s'organiserait sous forme d'un capitalisme vertueux, qu'il qualifie de socialisme planificateur et technocrate, ayant pour but d'élever moralement le prolétariat par le biais d'une répartition des richesses organisée par les capitalistes afin que tout le monde puisse bénéficier de conditions de vie correctes. Le matériel ayant désormais le rôle d'élever les hommes à la place du spirituel. Car évidemment, pour Saint-Simon, on ne peut s'appuyer sur des pensées religieuses ou métaphysiques, mais purement rationnelles. À l'instar de la laïcité, la religion républicaine, la doctrine saint-simonienne prend également la forme d'une nouvelle église, dont l'adage est « l'exploitation de l'homme par l'homme ». En effet, Saint-Simon entend remplacer l'idée abstraite de Dieu par la loi universelle de la gravitation, loi à laquelle Dieu aurait soumis l'univers. Pur produit du courant matérialiste auquel il injecte une dimension utopiste. Ivre d'orgueil, il résume sa pensée dans une œuvre intitulée Nouveau christianisme et entend donner le pouvoir spirituel aux scientifiques dont les industriels seraient les garants. Il écrit à ce propos. La force temporelle véritable réside aujourd'hui dans les industriels et la force spirituelle dans les savants. Il fait des artistes, des savants et des industriels les nouveaux directeurs de l'espèce humaine et place les beaux-arts, les sciences et l'industrie à la tête des connaissances sacrées. Par ce même matérialisme utopiste, il considère enfin que le paradis sur terre est proche, car en se rendant maîtres de la nature, les hommes, par leur travail, satisferont leurs besoins matériels et spirituels, créant une société du bien-être où régnera liberté et paix. Il théorise en outre une morale commune, fondement spirituel de la société, devant servir de guide pour que règne le bonheur entre les hommes et devant régir les individus de la société dans le but de rendre l'homme le plus heureux possible. Cela n'est pas sans rappeler le culte de la raison des Lumières, affranchissant l'homme de Dieu en lui permettant de s'autodéterminer. Mais cette morale commune et universelle doit aussi être basée sur la liberté de conscience, qui n'est pas sans rappeler non plus nos libres penseurs républicains, et doit reposer sur le principe d'entraide et de fraternité entre les hommes, qui rappelle, là encore, la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité ». Enfin, la morale saint-simonienne doit être, évidemment, laïque et rationnelle, puisque directement calquée sur les principes révolutionnaires. Saint-Simon souhaite que la société devienne un grand atelier où chaque classe a un rôle utile. L'homme le plus heureux est celui qui travaille, et la famille la plus heureuse est celle dont tous les membres emploient utilement leur temps. Sur le plan social, la société industrielle proposée par Saint-Simon doit être fondée sur la fraternité et être la plus égalitaire possible. En effet, pour Saint-Simon, les privilèges de la noblesse et de la royauté doivent être supprimés pour en finir définitivement avec la féodalité. L'aristocratie ne devant plus être héréditaire, mais de talent, favorisant donc l'ouvrier, chacun devant pouvoir être en mesure de grimper dans l'échelle sociale par le travail. Ainsi, la doctrine saint-simonienne vise principalement à abolir l'âge théologique et féodal pour passer à l'âge dit positif et industriel. Le saint-simonisme aura une grande influence sur le positivisme d'Auguste Comte et constituera également les premières bribes du marxisme, qui voulait être, en quelque sorte,
la phase finale de la société industrielle en la remplaçant par une société socialiste et communiste. Mais elle aura aussi et surtout une forte influence sur la politique de Napoléon III. En effet, le Second Empire, d'abord autoritaire, s'atténue progressivement après 1859 pour laisser place à un empire libéral. La philosophie politique que Napoléon III met en place et qu'il présente dans ses idées napoléoniennes et dans son ouvrage de l'extinction du paupérisme est une synthèse du bonapartisme mêlé à du romantisme, du libéralisme et du socialisme utopique hérité de la pensée saint-simonienne. Sur le modèle de Londres, qu'il admire, Napoléon III a de grands projets pour la capitale. La France entre ainsi dans l'ère industrielle et connaît une croissance économique sans précédent. À cette époque, l'Empire français est parmi les plus riches du monde. Napoléon III entreprend la transformation de la capitale avec l'aide du baron Haussmann, qui redessine la ville et trace les grandes avenues, lui donnant sa physionomie actuelle. De grands aménagements sont réalisés et les infrastructures sont modernisées. Napoléon III fait construire l'Opéra Garnier et fait émerger les premiers grands magasins comme le Bon Marché, Printemps ou la Samaritaine. Il fait également construire de nouveaux édifices publics, comme le Théâtre du Châtelet, développe le réseau ferroviaire français, lance un gigantesque chantier de construction du réseau routier et développe les voies navigables grâce à la création des canaux et des grandes compagnies maritimes. Parallèlement, il veut aussi réformer le système bancaire pour favoriser l'essor industriel. C'est l'âge d'or des élites administratives, des hommes d'affaires et des banquiers. Il crée des banques de dépôt et favorise le crédit foncier, donnant naissance au Crédit foncier de France. Et point d'orgue du programme saint-simonien, il met également fin au protectionnisme économique en négociant secrètement un traité commercial de libre-échange avec l'Angleterre en 1860, le traité Cobden-Chevalier, abolissant notamment les droits de douane sur les matières premières, les produits alimentaires, textiles et métallurgiques dans le but de moderniser les modes de production. Sa politique sociale sera toutefois novatrice et particulièrement bénéfique pour les ouvriers français. Il crée des logements sociaux et les premières cités ouvrières et encourage la création de parcs pour les enfants d'ouvriers. Il lutte également pour que les grandes manufactures, comme Sèvres ou Baccarat, conservent les maisons d'ouvriers entourant les lieux de production, leur revente entraînant inéluctablement une hausse des prix, pouvant avoir pour conséquence d'éloigner les classes ouvrières hors de la banlieue de la ville. De plus, le 25 mai 1864, par la grande loi Émile Ollivier, il supprime le délit de coalition instauré depuis la loi Le Chapelier de 1791 et redonne ainsi aux ouvriers le droit de grève. Une inspection du travail sera même créée à son initiative. Enfin, concernant sa politique extérieure, elle vise à restaurer la puissance française en Europe et dans le monde. Napoléon III rompt l'isolement diplomatique de la France, voulu au Congrès de Vienne par trois puissances de la Sainte Alliance, par son entente avec la Grande-Bretagne lors de la guerre de Crimée, son soutien aux mouvements nationaux, et par ses diverses opérations outre-mer, parfois en coalition avec la Grande-Bretagne, qui permettent l'agrandissement du territoire en reconquérant Nice et la Savoie et l'expansion coloniale et commerciale. Néanmoins, cette politique provoque l'hostilité du royaume de Prusse et aura de terribles conséquences. À l'époque du Second Empire, les tensions en Europe se multiplient, notamment entre la France et la Prusse depuis la célèbre défaite prussienne lors de la bataille de Iéna. Ce sera la question de la succession à la couronne d'Espagne en 1868 qui mettra le feu aux poudres. Le chancelier allemand Otto von Bismarck, en suggérant la candidature du prince Léopold, cousin du roi Guillaume Ier de Prusse, à la tête du royaume d'Espagne, entend soumettre la France à une situation d'encerclement pour l'obliger à contenir ses potentielles offensives sur les territoires prussiens. Il souhaite ainsi fédérer les États d'Allemagne du Nord autour de la Prusse et unifier le territoire. Ce camouflet exaspère Napoléon III, qui souhaite que la France conserve son rôle d'arbitre en Europe et exige le retrait de cette candidature. Mais alors que le roi de Prusse Guillaume Ier tente de répondre favorablement aux intérêts français, l'équivoque fomenté par Bismarck sur la transcription de la fameuse dépêche d'Ems provoque la susceptibilité française qui déclare la guerre au royaume de Prusse le 19 juillet 1870. Les maladresses politiques de Napoléon III vis-à-vis d'autres pays européens isolent la France. Mais le régime pousse à la confrontation autant pour défaire un rival dangereux que pour agrandir le territoire national. Les troupes françaises sont nombreuses, mais mal préparées et sans véritable stratégie militaire. En face, les troupes prussiennes ont une expérience récente et victorieuse du feu depuis les conflits récents contre le Danemark et l'Autriche et possèdent une artillerie lourde et une excellente formation. Leurs innovations techniques permettent de tirer plus rapidement et signent le déclin de la cavalerie.
Les Français sont défaits à de nombreuses reprises et le conflit tourne rapidement à l'avantage des Prussiens qui se retrouvent aux portes d'Orléans. Encerclé lors de la terrible bataille de Sedan, l'empereur capitule le 2 septembre 1870. La désorganisation de l'armée française est totale et Paris est menacé. Le gouvernement français de l'époque, par la voix de Gambetta, décide alors de forcer les hommes valides des provinces à venir défendre Paris. Il crée ainsi 11 camps dans l'Hexagone, dont celui de Conly, près du Mans, destiné, sur le papier, à stocker l'armée de Bretagne composée d'environ 80 000 hommes. Mais Gambetta, en bon républicain, se méfie des Bretons. Ces gueux ne parlant même pas français lui rappellent amèrement les Chouans et leur révolte. Lui vient alors l'idée effroyable de parquer l'armée de Bretagne dans le camp de Conly. Il commence par retirer le commandement au général Kerattry, trop breton lui aussi. Les troupes se retrouvent alors dans la boue et le froid avec des tentes de très mauvaise qualité. La nourriture est infecte et insuffisante pour les 25 000 hommes pris au piège. Au total, 60 000 passeront par le camp. L'habillement est inadapté et les maladies se propagent à grande vitesse tant l'endroit est insalubre. L'armée est décimée par des épidémies de fièvre typhoïde, de variole et d'autres maladies contagieuses. Pour les armées, Gambetta n'envoie même pas le minimum. Seulement 4000 vieux fusils récupérés à prix bas à l'armée américaine. Les munitions sont défectueuses ou inadaptées aux fusils, les rendant inutilisables. Voici la description que fait Gaston Tissandier du camp de Conly dans son ouvrage « Souvenirs et récits d'un aérostier militaire de l'armée de la Loire » 1870-1871. Est-ce bien un camp ? C'est plutôt un vaste marécage, une plaine liquéfiée, un lac de boue. Tout ce qu'on a pu dire sur ce camp trop célèbre est au-dessous de la vérité. On y enfonce jusqu'aux genoux dans une pâte molle et humide. Les malheureux mobiles se sont pourvus de sabots et patauchent dans la boue, où ils pourraient certainement faire des parties de canot. Ils sont là 40 000, nous dit-on, et tous les jours, on enlève 500 ou 600 malades. Quand il pleut trop fort, on retrouve dans les bas-fonds des baraquements submergés. Il y a eu ces jours derniers quelques soldats engloutis, noyés dans leur lit pendant un orage. Le polémiste Léon Bloy, ayant recueilli les témoignages des survivants de Conly, en tira un récit, La boue, publié dans son ouvrage Sueur de sang en 1894. Voici ce qu'on peut y lire. Sur une masse de 45 bataillons, 6 seulement furent opposés à l'ennemi, dans les plus atroces conditions imaginables. Il paraît que ces fiévreux, mangés de vermine et incapables de défendre leur peau une demi-minute, étaient redoutés comme chouans probables ou possibles. Rien ne prévalut contre cette imbécile crainte et les malheureux furent sacrifiés odieusement dans les circonstances précises où devait s'accomplir le dernier et suprême effort de la guerre de résistance. Quand les hommes avaient accompli les corvées indispensables à la quotidienne existence, ils étaient à bout de force, à moitié morts d'épuisement. On voyait des êtres jeunes et robustes, les plus intelligents peut-être, dont on eût pu faire des soldats, s'arrêter, privés d'énergie, enfoncés dans la boue jusqu'aux genoux, jusqu'au ventre, et pleurer de désespoir. À Conly, plus on crevait, plus la boue montait. Si du moins, c'eût été de la bonne boue, de la saine argile délayée par des météores implacables. Mais comment oser dire ce que c'était, en réalité, cette sauce excrémentielle, où les varioleux et les typhiques marinaient dans les déjections d'une multitude. Même après 20 ans, ces choses doivent être dites, ne serait-ce que pour détendre un peu la lyre glorieuse des vainqueurs du Mans qui eurent, en vérité, la partie beaucoup trop belle. Il ne serait pas inutile non plus d'en finir une bonne fois avec les rengaines infernales dont nous saturent les moutardiers du patriotisme sur l'impartialité magnanime et le désintéressement politique de certains organisateurs de la défense. Ce camp n'est ni plus ni moins qu'un camp d'extermination. Gambetta en fit lui-même l'aveu. Que nous importent ces Bretons bretonnants ? À Conly, c'est de la piétaille, ramassis de chouans. Exterminé pour seul motif d'être français, mais motif légitime aux yeux des républicains. Face au scandale divulgué dans la presse, et après quelques refus et hésitations, le pouvoir central accepta finalement de laisser repartir les 21 000 hommes les plus faibles vers la Bretagne, à pied. Après 2 mois de privation et d'humiliation, près de 6 500 Bretons affaiblis et désarmés seront envoyés dans la boucherie du 11 et 12 janvier 1871. Envoyés en première ligne par le commandement français, qui sait pertinemment qu'il s'apprête à sacrifier ses hommes, l'armée prussienne en massacre plus de 6 000. Sacrifiés car trop français aux yeux de la République. Le Mans est occupé par les Prussiens le lendemain. La défaite est inévitable. Et rien ne semble de toute façon avoir été fait pour l'éviter. Le manque de vivres,
le bombardement quotidien et la succession d'échecs militaires provoquent une agitation croissante de la population parisienne qui menace de se révolter contre le gouvernement qui décide alors de négocier la fin des combats avec Bismarck. Le 26 janvier 1871, l'armistice est signé. Afin d'abaisser durablement la France vaincue en visant ses fondements spirituels, son identité catholique et ses racines monarchiques, Bismarck, en grand artisan de la défaite française, déclara « Nous leur foutrons la République !» Et il n'eut pas à attendre bien longtemps pour voir son souhait exaucé. Profitant de la défaite de Napoléon III pour reprendre le pouvoir, Gambetta proclama la Troisième République dès le 4 septembre 1870 à l'Hôtel de Ville de Paris. En se montrant favorable au maintien de cette République, Bismarck pensait à raison que ce régime empêcherait la France de concocter des alliances avec les autres monarchies européennes. Il craignait par-dessus tout les monarchistes, qu'il savait revanchards et capables de reconquérir les territoires perdus. Le 24 mai 1873, il accueille très mal le fait que le nouveau gouvernement français se compose majoritairement de monarchistes catholiques. Toutefois, il met en place un premier système d'alliance et espère ainsi contrer toutes les initiatives diplomatiques possibles de la France. Cette crainte d'un retour à la monarchie en France, Bismarck l'exprime clairement dans une lettre qu'il fit au baron Harry van der Armin, alors ministre plénipotentiaire à Paris, le 16 novembre 1871, dont voici un extrait. Donc, la République va s'implanter en France. Vous devez, par votre parole, par vos subventions à certains journaux démocratiques et par tous les moyens en votre pouvoir, travailler secrètement à en amouracher les Français. Parce que tant que la République durera, la confiance ne pourra renaître. Parce que le parti républicain est, en France, le moins patriote. Pendant le siège de Paris, les farouches républicains de Belleville, de Montmartre et de Ménilmontant ont été le type de la lâcheté tout en demandant à grands cris la guerre à outrance. Ils n'ont su que jeter leurs fusils dans les tranchées, hurler dans les clubs et souiller les églises de leurs ordures. C'est pour les avoir déshonorés en divulguant leur conduite dans ces ordres du jour que le général Clément Thomas a été assassiné par eux. Ce sont des républicains du 4 septembre qui ont eu l'attention, lorsque Paris était investi par des Prussiens, d'inaugurer la statue de Voltaire, chambellan de notre grand Frédéric et qui avait félicité ce prince d'avoir battu les Français à Rosbach. On n'est pas plus plat, plus lâche ou plus bête. Quant à la Commune, son premier soin a été de faire insérer à son journal officiel la recommandation de ne rien faire, autour de Paris, qui pût nous déplaire. Elle a renversé la colonne Vendôme, faite avec le bronze de nos canons. Vous voyez que les républicains de toute nuance sont plus ou moins des nôtres. Avec l'Internationale, je les mènerai où je voudrais. Ils n'ont plus rien de leur père de 1792, à qui il restait quelque chose des sentiments de patriotisme puisés sous la monarchie. Par contre, travaillez de toutes vos forces à empêcher le rétablissement de la monarchie. Ce qu'il faut surtout empêcher, c'est leur fusion avec Henri V, c'est l'avènement de la légitimité. Parce que celle-ci représente l'unité et la grandeur de la France, par la conquête successive de ses provinces, y compris l'Alsace et la Lorraine. Parce qu'elle représente les idées d'ordre, de droit, de religion, qui sont les éléments sociaux de conservation et de grandeur. Parce que le principe de transmission héréditaire du pouvoir exclut les ambitieux, les mécontents, les avocats qui s'entendent si bien à jeter leur pays dans les hasards des révolutions pour pêcher en eau trouble. Parce que le retour à ce principe ramènerait la confiance, les affaires et la prospérité publique. Parce que le comte de Chambord, dans ses proclamations, a fait voir qu'il était à la fois homme de cœur et roi libéral dans le bon sens du mot, conservant du passé et prenant du présenté qu'ils ont de bon. Parce que la monarchie des Bourbons a toujours été le symbole de l'honneur et la fierté patriotique. Je me rappelle que lorsque l'ambassadeur d'Angleterre vint, en 1830, dire au prince de Polignac que son pays s'opposait au débarquement des troupes françaises à Alger, le prince lui répondit simplement « Milord, la flotte française appareille de Toulon tel jour. S'il vous plaît d'essayer de lui barrer le chemin, libre à vous. » Les républicains de 1871 n'eussent pas fait cette fière réponse. Ils sont et resteront toujours plus préoccupés des intérêts de leur parti que des intérêts de la France. Leur patrie, c'est le monde, disent ces idiots, menés par l'Internationale. Enfin, vous vous opposerez de toutes vos forces à l'établissement de la monarchie des Bourbons parce qu'elle seule peut ramener des alliances à la France, notamment celle de la Russie, et que l'Allemagne, prise entre la France et la Russie comme dans un étau, avec le Danemark au nord et l'Autriche au midi, la Hollande, la Belgique et la Suisse à l'ouest, serait gravement compromise. Alors, vos craintes deviendraient fondées. Les Bourbons sont impopulaires précisément à cause de leur qualité. Les légitimistes et les cléricaux, leurs partisans, ont beau être, en France, les plus éclairés, les plus honnêtes, les plus patriotes, ils sont opposés aux idées antisociales et antireligieuses qui ont fait tant de progrès, de dupes et de criminels. Ils luttent, à peu près seuls,
contre le courant qui entraîne la France vers l'anarchie et le paganisme. C'est assez pour qu'il soit en butte à la haine et à la calomnie, non seulement de la populace, qui est une bête idiote et féroce, mais de la politique ou de la religion. Elle ne lit que les déclamations d'un journaliste inventé pour la seriner. Exploitez cet état de choses, faites souvent parler, dans vos journaux, du danger de la réaction, des crimes de l'absolutisme, des horreurs de la féodalité, de l'infâme droit du Seigneur, de la dîme, des corvées, de l'Inquisition, comme si tout cela avait réellement existé ou pouvait revenir. Faites peur des empiètements et des captations du clergé. Dites qu'avec Henri V, la religion serait non seulement protégée, mais imposée, que chacun serait forcé d'aller à la messe, et même à confesse. Ces déclarations et ces balivernes ne manquent jamais leur effet auprès des masses ignorantes et imbéciles, auxquelles le suffrage universel a remis le sort de la France. Entretenez la peur de l'épouvantail légitimiste et clérical, en faisant propager les calomnies ou les préjugés qui ont fait naître cette peur. La France offre ce phénomène d'une république qui ne peut durer 8 jours sans tomber dans le sang ou dans la boue, qu'à la condition d'être gouvernée par des monarchistes. Les républicains proprement dits ne fournissent que des sujets comme les préfets ou sous-préfets nommés par Gambetta, c'est-à-dire des ignorants et des incapables. Donc, la République française, malgré sa belle devise sur les murs, dès qu'elle ne sera plus entre les mains des royalistes, qui la font vivre provisoirement, tombera d'abord entre les mains des intrigants et des incapables, jusqu'à ce qu'elle retombe entre les mains des criminels d'où elle sort à peine. C'est inévitable. Quand une nation n'a plus le frein de la religion et des mœurs, que le frein de la force et le seul qui la contienne, tout est possible. Même l'avènement d'un demi-million d'hérostrates, du jour où la force tombe entre leurs mains comme au 18 mars. Et vous voulez, mon cher ami, que je redoute dans l'avenir une revanche de la France ? Tranquillisez-vous, cette nation est condamnée à mort. Elle aura ce qu'elle mérite, c'est-à-dire la République, alternant entre l'Empire ou la Commune, le despotisme. Et cela, parce que la France, reniant son passé glorieux, livrée aux avocats et aux casse-cous, aura cessé d'être française pour devenir républicaine. Réjouissons-nous-en. Nous avons pris définitivement sa place dans les destinées du monde. Elle ne pourra plus s'opposer au progrès de l'Allemagne. L'Empire d'Allemagne, avec Berlin pour capitale, que Thiers redoutait, est fondé. Le pangermanisme est proche, grâce à l'impuissance de la France républicaine. Donc, vive la République, à bas les Bourbons, tel doit être, en France, le cri d'un bon Prussien. Cette lettre est sans appel. Elle met en évidence le caractère anti-français de la Révolution de 1789 et sous-entend à juste titre que le pangermanisme, à savoir le mouvement visant à regrouper sous une même autorité politique les peuples d'origine germanique, n'est possible que grâce à l'impuissance de la France républicaine. Le système républicain n'a jamais été une force pour le pays, mais au contraire, un système au service de ses ennemis. La République détruit tout ce que représente la France dans sa réalité historique, culturelle et religieuse. Bref, dans tout ce que touche chaque Français. Bismarck ne le savait que trop bien, car comme l'Angleterre, un retour à la monarchie en France serait désastreux pour l'Empire allemand, mais ô combien fortifiant pour la France. Que penser alors de la République, lorsque celle-ci est encouragée par un des plus farouches ennemis de la France ? Il aurait pourtant été relativement aisé de destituer cette République opportuniste en considérant, à juste titre, le coup de force de Gambetta comme illégitime et frauduleux, en sachant que la majorité à l'Assemblée nationale était royaliste. Mais élus sous l'étiquette royaliste, ces députés ne désiraient en réalité qu'un roi au service de leurs intérêts personnels, au détriment de ceux du peuple. Le comte de Chambord, qui devait être ce roi, refusa ce compromis, et au travers de ses divers manifestes, il fit comprendre que la politique qu'il mènerait, lorsqu'il serait au pouvoir, serait celle de ses ancêtres capétiens. Il déclare à ce propos : « Il faut, pour que la France soit sauvée, que Dieu y entre en maître pour que j'y puisse régner en roi. » En conséquence, et sous couvert d'une fausse histoire de drapeau, qui témoigne en réalité de son refus catégorique de trahir l'essence de la monarchie comme avait pu le faire Louis-Philippe Ier, la monarchie ne fut pas rétablie et la République s'enracina inexorablement. Ainsi, le 31 août 1871, les députés rassemblés à l'Assemblée constituante votèrent la loi constitutionnelle conférant au chef du pouvoir exécutif, Adolphe Thiers, le titre de président de la République. Mais ce ne fut pas la seule conséquence de la bataille de Sedan. En effet, elle amputa la France de l'Alsace, d'une partie de la Lorraine et des Vosges, et renforça une nation qui allait dominer durablement l'Europe dans les années à venir. Elle fut aussi et surtout une véritable humiliation historique pour la France et un traumatisme qui alimentera la haine des nationalistes et les envies de reconquête des territoires perdus. Par ce cynisme et cet opportunisme qui les caractérise si bien, les républicains profitèrent une nouvelle fois de ce climat sous haute tension pour faire primer leurs intérêts. Le peuple français, encore trop majoritairement catholique, monarchiste et paysan à leurs yeux,
devait être épurée, une nouvelle fois, comme au temps des guerres de Vendée. Mais cette fois-ci, à échelle mondiale. Mais la suite, vous la connaîtrez au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis